bonjour et bienvenue à tous ceux que l'on connaît, à tous ceux qui arrivent pour la première fois. Bienvenue dans cette maison de l'économie sociale et solidaire en Pays Basque, récemment nommée Kabia. Kabia, c'est le nid, c'est l'endroit dans lequel on peut se poser avant de repartir, ressourcer, etc. Donc, bienvenue ici. Mathilde Lecosec est notre chargée de développement au niveau de la maison de l'ESS et je suis moi-même présidente de cette association, présidente chaire de cette association, avec, je le vois parmi les intervenants aujourd'hui, quelques fondateurs que je remercie d'être présents. Dominique Albinck, Chantal, voilà, la vice-présidente Delphine Taïeb s'excuse, elle n'a pas pu nous rejoindre. Donc, cette maison de l'économie sociale et solidaire, elle a vocation à faire que au fil du temps et au fil des besoins, nous ferons des interventions tous les premiers mardis du mois sur des thématiques que vous choisissez ou que nous choisissons. Donc, n'hésitez surtout pas à nous faire connaître vos besoins. Et on essaye de faire intervenir des gens qui ont compétences en la matière, ce qui va être le cas ce soir et nous en sommes ravis. Voilà, donc la maison de l'ESS, lieu ressources, lieu d'information, lieu de soutien aux porteurs de projets. Et voilà. Donc ce soir, on aborde un thème qui est récurrent dans l'économie sociale et solidaire, c'est la recherche du foncier. Bizarrement, et contrairement à beaucoup d'idées reçues, ce n'est pas l'argent qui arrive en premier lieu des questionnements, mais plutôt une recherche. Recherche de foncier, recherche de lieux pour pouvoir mettre en place cette économie. Récemment, le RTES, le réseau territorial de l'économie sociale et solidaire que nous avons le plaisir d'accueillir en la personne d'Anne-Laure Federici ce soir, le réseau des territoriaux, donc réseau territorial comme son nom l'indique, c'est tous les territoires qui sont représentés de l'économie sociale et solidaire, a fait part d'un document qui s'appelle l'accès au foncier des acteurs de l'ESS. Et alors là, on s'est dit que c'était quand même bienvenu puisque nous étions sur cette réflexion. Donc, je pense qu'Anne-Laure va nous en parler parce qu'effectivement, c'est une véritable stratégie pour l'économie sociale et solidaire. C'est une véritable stratégie d'accès au foncier qui est importante en ce moment, avec peut-être, et on y réfléchira avec l'établissement public foncier local du Pays Basque, représenté ce soir par Hugo Moulia et Yannick Fieux, qui est le chargé de mission. Cet établissement public foncier local qui nous a contactés pour essayer de voir comment on peut justement mettre du foncier peut-être de façon temporaire à disposition des jeunes pousses et des initiatives locales. Donc, je suis ravie d'accueillir Anne-Laure, Hugo et Yannick Fieux. Anne-Laure Federici, je vous laisse la parole pour nous présenter le RTES et ce très beau dossier qui est en accès pour ceux qui voudraient le regarder, qui est en accès sur le réseau territorial de l'économie sociale et solidaire. On vous laisse la parole. Merci beaucoup. Écoutez, merci d'avoir proposé au RTES de participer à cette rencontre. L'avantage de la visio, c'est que voilà, c'est possible. Moi, je suis à Lille aujourd'hui, donc quasiment à l'autre bout de la France, mais voilà, on peut partager ce temps d'échange. Alors, peut-être un mot rapide sur le RTES. J'ai mis dans le chat l'accès à l'étude à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure. Alors, j'avais prévu un petit diaporama comme prévu. Je peux le partager ou... Oui, bien sûr. Ouais. Allez-y. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Pour l'instant, non. Non. Allez-y. Alors, partager écran. Ah, ça y est, on commence à... Voilà. C'est bon. Ok, parfait, très bien. Alors effectivement, donc le RTES, comme indiqué, c'est un réseau de collectivités territoriales qui rassemble aujourd'hui un peu plus de 160 collectivités locales de différents échelons, des conseils régionaux, des conseils départementaux, métropoles, des territoires ruraux, urbains, qui trouvent au sein du réseau un espace d'échange, un espace d'échange de pratiques, un espace aussi de plaidoyer au niveau national
pour faire avancer la place de l'économie sociale et solidaire dans les politiques publiques. Et donc, ces 160 collectivités partagent la conviction que l'ESS est une réponse au développement des territoires. C'est un réseau national qui rassemble des collectivités de toute la France métropolitaine et d'outre-mer autour de plusieurs actions que vous retrouverez sur le site du RTES et à la fois contribuer à faire connaître ce que font les collectivités adhérentes, de favoriser les échanges d'expériences et de pratiques. Donc, des actions de plaidoyer, un espace ressources au travers d'une lettre électronique mensuelle à laquelle chacun peut s'abonner et de flash hebdomadaires réservés aux collectivités locales adhérentes. Et puis, le RTES organise également régulièrement des temps de formation pour les élus et pour les techniciens ou en direct ou avec d'autres partenaires. Et juste à titre d'exemple, on a organisé ce matin un temps de rencontre. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu y participer sur les contrats de relance et de transition écologique qui sont en cours de négociation parce que ça nous semble vraiment des outils importants et important surtout que l'ESS puisse s'inscrire dans ces CRTE qui sont donc en cours de négociation au niveau des intercommunalités. Le RTES donc, a différentes productions. Une des productions récentes, c'était l'année dernière, ce qu'on appelait donc un kit municipal qui a été construit avec des collectivités locales et qui est donc un kit composé de 24 fiches pratiques, donc un outil très pratique et opérationnel, avec donc un certain nombre de fiches leviers des collectivités locales et des fiches qu'on appelle thématiques, donc c'est le croisement entre des politiques thématiques, par exemple la question de la mobilité, de l'alimentation, de la culture et l'ESS, et comment les collectivités peuvent intervenir. Parmi les leviers qu'on a identifiés et qu'on avait identifiés, il y a la question de l'accès au foncier, donc, qui est le sujet du webinaire d'aujourd'hui. Et donc, on a une fiche un peu synthétique sur la façon dont les collectivités peuvent favoriser l'accès au foncier pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire à partir de l'étude qui a été publiée en 2019 et à laquelle Gisèle faisait référence tout à l'heure. Alors, je vais vous présenter assez rapidement quelques illustrations tirées de cette étude. Peut-être le point de départ qui a motivé le travail mené par le réseau sur ce sujet depuis maintenant 2 ans. C'est un peu la conviction que le foncier peut être un objet vraiment important de travail et de coopération entre collectivités locales et acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et pour deux raisons principales. La première raison, c'est que ça répond à des besoins importants d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, pouvoir trouver des locaux, pouvoir trouver des terrains qui soient accessibles financièrement, avec des prix de marché qui permettent l'équilibre économique, avec aussi des activités qui peuvent souvent se développer par l'accès ou l'acquisition même parfois de bâtiments. Et les collectivités ont le dialogue avec les collectivités est souvent un élément très important pour permettre cet accès au foncier. Mais ce qu'on a essayé de mettre en évidence aussi au travers de l'étude, c'est qu'autour de l'accès au foncier, il y avait aussi une contribution importante des acteurs de l'économie sociale et solidaire aux problématiques rencontrées par les collectivités locales. Et donc, la conviction qu'on a essayé de porter au travers de l'ouvrage, que les acteurs de l'économie solidaire contribuent de façon importante, bien sûr, au développement territorial. Je pense qu'on en est tous persuadés par la création d'emplois et d'activités, par le développement de services à la population, etc. Et que ces acteurs peuvent apporter des réponses aux problématiques autour du foncier rencontrées par les collectivités locales. Un troisième point qui témoigne de l'importance de ce travail, c'est que depuis plusieurs années, c'est un domaine où il y a beaucoup d'initiatives qui ont émergé en lien avec l'économie sociale et solidaire. C'est vraiment autour des questions du foncier, énormément d'initiatives, d'innovations ces dernières années, avec trois dynamiques principales. En tout cas, voilà, telles que nous, on a pu les appréhender. La première dynamique qui s'est développée
C'est autour des tiers-lieux. Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus personne qui ne sait pas ce qu'est un tiers-lieu. Et j'ai le souvenir, quand on avait fait une première lettre du RTES il y a 6 ou 7 ans, je crois, sur les tiers-lieux, on avait eu plusieurs élus du RTES qui nous avaient dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, tiers-lieu, qu'est-ce que c'est? Et donc, ces tiers-lieux aujourd'hui se sont vraiment imposés dans le paysage. Donc, c'est des tiers-lieux de services, des tiers-lieux artisanaux ou encore des tiers-lieux agricoles qui ont d'abord été portés par des dynamiques d'acteurs, avec quelques très belles réalisations. Dont on parle souvent, mais aussi portées par une politique nationale, alors qui est plus récente, mais en tout cas depuis l'année dernière, il y a une politique nationale structurée et ambitieuse d'appui au développement des tiers-lieux, avec donc notamment l'appel à manifestation d'intérêt, Fabrique de territoire, qui a comme objectif de financer plus de 300 tiers-lieux, fabriques de territoire en 2021. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Et donc, souvent, dans ces tiers-lieux, un rôle important des collectivités locales. Deuxième dynamique émergente ces dernières années, c'est tous les projets autour de l'affectation transitoire de locaux ou d'espaces lors d'aménagements urbains, avec donc là aussi quelques beaux projets. Enfin, je pense que l'exemple des grands voisins à Paris a contribué à faire en sorte que ces projets se développent. Les grands voisins, par exemple, qui ont inspiré aussi Coco Velten à Marseille. Vraiment, enfin, des super projets. Coco Velten, il y avait ce samedi à France Inter, dans l'émission sur l'urbanisme demain, il y avait une présentation de l'expérience de Coco Velten, qui est donc un ancien bâtiment de préfecture reconverti en tiers-lieu, enfin en espace d'accueil, hébergement, enfin, avec une mixité d'usages, comme souvent dans les tiers-lieux. Et donc là, des dynamiques qui sont aussi liées à l'allongement des programmes de réhabilitation urbaine, et avec une opportunité aussi pour les collectivités locales de faire appel à des acteurs de l'ESS pour animer ces lieux durant la période transitoire, qui peut être de 1 an à 2, 3, 4 ou 5 ans. La troisième dynamique, c'est ce qu'on a pu repérer dans plusieurs collectivités locales, c'est l'émergence des organismes fonciers solidaires. Alors, j'ai fait une erreur, pardon, organismes fonciers solidaires, donc les OFS, dont le principe est de dissocier la propriété du bâti de la propriété du sol. Et au travers de ces organismes fonciers solidaires, alors je ne sais pas si en région, il y en a. Oui, tout à fait. Je pense que d'ailleurs, Yannick Fieux va pouvoir nous en parler tout à l'heure. C'est une démarche que nous avons actuellement de foncier solidaire. Ok, ah ben parfait. Parce que c'est vraiment une démarche qui est intéressante, donc inspirée à l'origine des Community Land Trust aux États-Unis et en Grande-Bretagne, et qui est aussi un outil qui permet de lutter contre la spéculation foncière. Alors, ces 3 dynamiques principales, je vais illustrer les 2 premières par quelques représentations d'initiatives, donc autour des tiers-lieux. Donc, 2 tiers-lieux assez différents, un en milieu urbain, dans un quartier politique de la ville, avec le pôle ESS de Saint-Jean-de-Bray, qui est donc un tiers-lieu qui rassemble aujourd'hui un espace de coworking, un supermarché coopératif, une ressourcerie, un repair-café, un atelier de réparation de vélo, un atelier de couture. Donc, des activités un peu types qu'on retrouve souvent dans plusieurs tiers-lieux. Et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que d'une part, c'est un projet en quartier politique de la ville, et c'est un projet qui est né d'un partenariat entre la ville de Saint-Jean-de-Bray et le bailleur social propriétaire des locaux, qui était inoccupé depuis très longtemps. Et donc, la ville a lancé un appel à projet pour investir ce lieu. Et donc, des structures ont répondu et ensuite créé une association pour gérer l'animation de ce lieu. Deuxième exemple, alors en milieu rural, c'est un tiers-lieu associatif qui s'appelle l'ASMALA,
une petite photo. Et pour plus d'informations, je vous renvoie au guide Famille rurale qui est sorti il y a 2 mois et qui est un guide sur l'aide à la création de tiers-lieux en milieu rural qui est très bien fait. Je peux peut-être vous copier le lien ou je le ferai tout à l'heure. Est-ce que je vais arriver? Non, je vais faire une bêtise. J'en étais sûre. On va le faire. On va le faire. Ne vous inquiétez pas, on le fait en parallèle. Parce qu'il est sur mon. Il est sur de ça, vous inquiétez pas. Mais alors, attendez, voilà. Voilà, donc dans le famille rural, vous aurez une présentation de ce tiers-lieu en milieu rural. Autre exemple de tiers-lieu qui illustre aussi ce qu'on essaie de mettre en évidence, c'est le fait que le partenariat autour des lieux permette aussi de mettre en valeur le patrimoine de la collectivité locale. Et donc là, c'est un exemple d'une ancienne piscine à Saint-Geneviève-des-Bois en région parisienne, qui donc propriété de la commune, qui ne pouvait plus en faire une piscine, et qui a été donc transformée en tiers-lieu avec des activités culturelles, artisanales, etc. Voilà, quelques exemples très rapidement sur des tiers-lieux, mais il y en a beaucoup. La deuxième dynamique, c'est autour de l'urbanisme. Donc là, avec de nombreux projets qui se sont développés. Nous, on avait essayé de mettre en évidence quel rôle possible d'une collectivité locale. Et donc, on avait, par exemple, dans l'ouvrage, vous verrez l'exemple de l'appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle Tempo d'Est Ensemble, donc là aussi en région parisienne, avec donc l'appel à manifestation d'intérêt qui a l'intérêt, ses amis, d'être à la fois très large, de permettre à des associations ou à des structures de répondre de façon assez large. Enfin, il y a vraiment une capacité d'initiative et d'innovation en matière de réponse dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt, et en même temps, la collectivité peut flécher en disant, ben voilà, moi j'ai tel terrain où je souhaite pendant 2 ans une activité de ce type qui s'adresse en particulier, par exemple, à la population locale. Donc, c'est l'appel à manifestation d'intérêt comme outil permettant à la collectivité de fixer des orientations tout en laissant suffisamment large, contrairement à un appel d'offres, par exemple, pour que les acteurs puissent être force de proposition et d'innovation, nous semble un outil intéressant. Autre exemple d'urbanisme transitoire, c'est en Bretagne, accompagné par une structure nationale qui s'est un peu spécialisée depuis plusieurs années autour de ces accompagnements de projets d'urbanisme transitoire, qui est Plateau Urbain. C'est donc là un lycée professionnel qui appartenait à la région, qui appartient toujours à la région. La région et la commune de Plouhinec dans le Finistère ont donc là aussi lancé un appel à manifestation d'intérêt pour identifier des activités qui puissent occuper donc ce tiers-lieu à Plouhinec, donc dans un ancien lycée professionnel, et qui aujourd'hui va être dans les prochains mois transformé avec un espace d'hébergement pour les saisonniers qui était un des besoins du territoire. Et donc, au travers de cet appel à manifestation d'intérêt d'urbanisme transitoire, il y a eu cette possibilité de créer ces hébergements pour les saisonniers. On parle d'un exemple d'une collectivité locale qui est intervenue récemment sur le sujet. Je voulais juste vous présenter rapidement. Alors, notre optique est toujours un peu le rôle et le point de vue des collectivités locales, la façon dont une collectivité peut maîtriser ces différents outils ou partenariats pour intégrer de l'économie sociale et solidaire. Il y a d'abord des équipements qui sont en maîtrise directe de la collectivité locale. Dans ce cas-là, il y a des pépinières, par exemple, d'entreprises qui sont en maîtrise directe, gérées directement par la collectivité, et dans lesquelles il y a des critères d'entrée dans ces pépinières qui peuvent favoriser des structures d'économie sociale et solidaire.
Il y a également donc, sur ce territoire des projets en renouvellement urbain où la collectivité est en maîtrise directe ou en maîtrise déléguée et avec donc des projets où quatre projets ont en particulier une dimension programmatique autour de l'économie sociale et solidaire qui est importante et donc des projets urbains qui ont été aussi construits avec les acteurs du territoire. Il y a également, là, dans ce cas, il y a une ZAC, un projet d'aménagement autour d'une ZAC, qui a une dimension ESS. On a également, et ça, je pense qu'on le verra avec le PFL, la structure publique de portage, donc, qui est en Île-de-France, et le PFIF, qui accueille de nombreuses structures d'économie sociale et solidaire dans le cadre de leur portage de foncier. Donc Emmaüs, un pôle territorial de coopération économique, de structures autour d'Emmaüs. Les bailleurs sociaux sont également un partenaire important que les collectivités mobilisent. On l'a vu avec Saint-Jean-de-Bray. Il y a également des partenariats parapublics dans ce cas. Et puis donc des partenaires ESS de l'immobilier. Donc j'ai cité tout à l'heure Plateau Urbain sur l'aspect urbanisme transitoire. Il y a également une foncière éthique qui a été une des premières foncières solidaires à se créer spécifiquement sur l'acquisition de logements, l'acquisition pas de logements, de bureaux. Et le montage de projets immobiliers avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Il y a également donc Plateau Urbain sur l'urbanisme transitoire. Et on a également comme partenaire ESS dans ce domaine une SIC Village Vivant que vous connaissez peut-être, qui intervient principalement en Auvergne-Rhône-Alpes, qui est né dans la Drôme. Et Village Vivant est une SIC qui peut, donc avec un capital, enfin un appel public à l'épargne, qui est donc un partenaire des collectivités pour pouvoir acquérir des commerces et permettre l'installation d'acteurs de l'économie sociale et solidaire et le test un peu d'activité d'utilité sociale. Et puis enfin, en termes de partenariat, des partenaires privés, des promoteurs qui aujourd'hui commencent à intégrer l'ESS dans leur programme d'aménagement. Et donc là, en région parisienne, il y avait notamment Altarea Cogedim qui aujourd'hui intègre des questions autour de l'ESS. Alors, en partie parce que des collectivités mettent en place des clauses, un certain nombre des clauses sociales dans leurs appels d'offres. Et donc, ce qui conduit ces promoteurs aujourd'hui à intégrer des acteurs de l'ESS dans leur programmation. Voilà, et puis en synthèse, mais vous la retrouverez sur la fiche du kit municipal, c'est donc la façon dont les collectivités peuvent intervenir. Alors d'abord, ce qui est vraiment important, c'est que les collectivités, l'importance que les collectivités connaissent et valorisent leur patrimoine foncier. La première étude qu'on avait faite, on a été assez surpris par le fait que les collectivités n'avaient pas toujours de vision exhaustive de leur patrimoine foncier. Et que donc ça nécessite aussi une collaboration interservice au sein de la collectivité locale. Donc la question de l'urbanisme transitoire en lien avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. La possibilité pour les collectivités d'assurer le portage juridique de certains projets, parce qu'il y a beaucoup de projets qui demandent du temps et les collectivités peuvent avoir un rôle important d'intermédiaire, un peu de confiance et aller jusqu'au portage juridique, par exemple au travers d'une société d'économie mixte ou d'une société publique locale. Et par exemple, à Nanterre, qui est donc l'illustration qu'on avait choisie pour notre ouvrage, le château de Nanterre le portage a été assuré par la société d'économie mixte locale de Nanterre. Et puis, pour terminer, donc, les acteurs de l'ESS que j'évoquais tout à l'heure avec Éthique, Plateau Urbain ou Village Vivant, par exemple. La collectivité peut aussi s'impliquer directement dans des lieux partagés, par exemple, qui peuvent être structurés sous forme de sociétés coopératives d'intérêt collectif. Et donc là, on avait repéré plusieurs lieux partagés qui sont sous forme de SIC. Je pense que vous connaissez le statut SIC, et où la collectivité est partie prenante de la SIC.
Et puis le dernier point, alors, dont j'ai très peu parlé, mais qui est aussi très important, c'est autour de la question du foncier agricole, où là, les collectivités ont un rôle important. Par exemple via les SAFER, avec un certain nombre de leviers juridiques possibles pour permettre de préserver les terres agricoles et des possibilités également de travailler en lien avec des structures de l'économie sociale et solidaire comme Terre de Liens qui sont très actifs sur ces sujets. Voilà. Rapidement, j'espère avoir répondu à la commande, une présentation un peu, un panorama un peu de ce qu'on a pu voir au travers de l'étude qu'on a menée sur la façon dont les collectivités locales peuvent accompagner, peuvent aider à l'accès au foncier pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup, Anne-Laure. Et déjà, je pense qu'il y a déjà un premier intérêt énorme à ce travail, c'est que vous avez fait une reconnaissance globale de toutes les formes qui peuvent être mises en place par les collectivités et en appui où le SS appuie ou la collectivité appuie le projet. Alors moi, ce que je vous propose, si tout le monde en est d'accord, c'est de donner peut-être la parole à Yannick Fieux et Hugo Melia. Je crois que c'est Village Vivant qui vous avez fait réagir, d'ailleurs, me semble-t-il. Vous allez pouvoir nous en parler. Puis ensuite, on lance le débat tous ensemble, parce qu'il y a deux personnes que je voudrais vous présenter. Ensuite, c'est les guest stars ce soir, qui se sont reconnus. Mais tout d'abord, la parole à l'établissement public foncier local. Yannick, c'est à vous. Bonsoir tout le monde. Donc, nous sommes effectivement l'établissement public local du Pays Basque. On a été créé, on va vous présenter un diaporama. On a été créé il y a une quinzaine d'années pour assister les collectivités locales du territoire dans la mise en œuvre de leur stratégie foncière au sens large. Et depuis quelques temps, au risque de vous surprendre, on essaie de s'affranchir un petit peu des collectivités locales pour essayer de trouver un peu plus d'efficacité et de proximité par rapport à la société civile. Et donc, j'ai pour mission en particulier de rechercher des nouvelles modalités d'intervention qui permettent plus rapidement de répondre à des objectifs aussi divers et variés que de l'habitat, de l'économie, de l'agriculture, enfin tout ce qui a été évoqué un peu ce soir. Ce qui nous a valu d'ailleurs de créer donc un organisme foncier solidaire qui s'appelle Bicitegia. J'apporte tout de suite une précision sur ces organismes fonciers solidaires. Aujourd'hui, ils n'ont juridiquement pour capacité que la production de logements en accession sociale à la propriété. La dimension économique, effectivement, se pose, elle peut vous intéresser. On fait partie du réseau national, réseau foncier solidaire France. Et effectivement, on travaille sur l'extension des montages via les offices fonciers solidaires vers de l'activité économique, donc en complément de nos interventions, notamment pour traiter des rez-de-chaussée sur des immeubles qu'on pourrait avoir en propriété. C'est inscrit dans le projet de loi 4D, donc il ne devrait pas trop tarder à sortir. Il y a encore quelques points de vigilance à assurer, mais on peut considérer que tôt ou tard, les porteurs de projets économiques pourront bénéficier de ce type de montage, ce qui nous ira très bien dans la condition où c'est totalement maîtrisé. Je reviens donc sur la présentation de l'EPFL, parce qu'alors on n'est pas du tout un acteur de l'économie sociale et solidaire. Pour autant, ce sont des mots qui nous sont quotidiens. Vous verrez que dans notre cadre d'intervention, on a à intervenir sur le sujet économique et on s'est fixé aussi un certain nombre de principes qui doivent en permanence constituer notre ADN, dont celui de la solidarité. Donc, c'est des mots qui résonnent et qui ont du sens pour nous. Reste aujourd'hui à les mettre en adéquation et essayer d'apporter des solutions foncières à tous les porteurs de projets que vous êtes. Donc, le PFL, vous avez la présentation sous les yeux là? Non? Oui. Ça arrive. Elle est en train de nous. Voilà, très bien. Ça y est, nous l'avons. Alors, donc on a été créé donc il y a un peu plus d'une quinzaine d'années.
C'était à l'issue d'une demande du Conseil de développement du Pays Basque qui avait interrogé le gouvernement pour l'aider à travailler sur le sujet foncier et le sujet du logement social. Et les conclusions de cette mission d'expertise étaient de créer un établissement public foncier et de lancer un plan de production un peu massive de logements locatifs sociaux à l'époque. Et la conclusion du rapport, c'était de dire que si les élus locaux s'emparaient pas de la possibilité qui leur était offerte de mettre en place un outil foncier local, l'État prendrait ses responsabilités en créant un EPF d'État, comme ça a été évoqué tout à l'heure, l'établissement public d'Île-de-France. Donc inutile de vous dire qu'une fois la porte fermée, la décision était prise de créer un établissement public foncier local. Et j'insiste parce qu'ils sont totalement différents et dans leur gouvernance et dans leurs objectifs par rapport aux EPF d'État, dans la mesure où ils ne sont administrés que par des élus locaux et qui donc mettent en place leur propre politique, leurs propres objectifs et sans compte à rendre du tout à l'État. Le PFL donc travaille dans le cadre de programmes pluriannuels d'intervention qui sont en quelque sorte qui constituent les lignes de conduite à suivre pour les EPFL et qui inscrivent effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les principes auxquels il ne faut pas déroger, donc qui sont pour notre période actuelle, mais qui seront forcément durables, ceux de la solidarité, de l'efficacité et de l'équité territoriale. Notre gouvernance, donc on a réussi à maintenir avec la création de la nouvelle communauté d'agglo qui représente l'intégralité des 158 communes du Pays Basque. On a réussi à maintenir une représentation de l'ensemble de ce qui était avant les anciennes communautés de communes. Et donc, du coup, on est devenu progressivement un lieu d'échange entre la côte et l'intérieur du Pays Basque, voire aujourd'hui, on a une représentation qui est un peu plus rurale que réellement urbaine. Alors très vite, on est assis sur, en tant qu'établissement public foncier, la perception d'une fiscalité qui s'appelle la taxe spéciale d'équipement et qui en fait est une taxe additionnelle aux taxes d'habitation, aux taxes foncières bâties et non bâties, à la taxe professionnelle. Et c'est bien parce qu'on est dépositaire de cette manne financière qu'on a un devoir de restitution et de retour au territoire en essayant de faire toujours un peu mieux que ce pourquoi on est attendu. Vous avez les coordonnées de notre site internet et il y aura je vous invite à y aller, vous découvrirez l'intégralité cartographiée du type d'intervention qu'on peut mener. Quoi qu'il en soit, donc je ne reviens pas sur nos principes d'intervention. Par contre, sur le cadre du PPI, donc vous voyez la répartition thématique et par moyens financiers dédiés sur les sujets sur lesquels on intervient. Donc en premier chef, vous avez l'habitat et la mixité sociale, le développement économique qui bien évidemment nous concerne un peu plus ce soir, les stocks fonciers de long terme, et ça c'est un vrai sujet puisqu'on s'aperçoit que en fait tous les fonciers qu'on porte et tous les fonciers que les collectivités locales ont en leur possession sont des fonciers qui sont voués à très court terme à faire l'objet de développement de projets, donc habitat ou développement économique, et qu'en fait il n'y a pas du tout de stock de moyens et de long terme, et que ça va, compte tenu d'un contexte que, enfin, vous le savez en lisant la presse un peu tous les jours, qui est un contexte foncier et immobilier qui sont en pleine explosion. La difficulté qui semble arriver, c'est que si dans 20 ans on continue comme ça, les communes ou l'AGLO ou nous, le PFL, on n'aura plus 1 mètre carré de foncier maîtrisé et que le développement du Pays Basque sera totalement dans les mains des promoteurs privés, ce qui, compte tenu de notre ADN, ne nous va pas vraiment très bien quand on voit ce qui se produit aujourd'hui. Donc il y a un vrai sujet sur ces stocks fonciers de long terme. Et le meilleur moyen d'y répondre, c'est de trouver, et on y réfléchit, un modèle économique qui nous permettrait d'intervenir en fonds propres pour pouvoir remettre sur les marchés fonciers immobiliers du Pays Basque dans 20 ans des fonciers qu'on aurait achetés au même prix que ce qu'on aurait acheté 20 ans avant. Donc il y a 1 ou 2 générations qui vont devoir attendre les effets de ces politiques-là.
Mais en attendant, pour les générations d'aujourd'hui, il y a de réelles difficultés à pouvoir maîtriser ces fonciers, bien qu'on ait en stock quand même pas mal de choses. Ensuite, bon, je passe sur les équipements et les infras, ça c'est du classique. Et effectivement, depuis quelques temps, on s'est mobilisé, alors plutôt dans le cadre de partenariats, on n'est pas vraiment en tête de gondole sur ces sujets, mais on s'est mobilisé notamment avec la SAFER et d'autres partenaires sur la question environnementale, donc sur la production de foncier maîtrisé, permettant notamment, pour ce qui est de l'agriculture, d'installer des jeunes porteurs de projets, notamment en maraîchage bio, c'est ce qu'on a fait ou ce qu'on est en train de faire sur Hendaye, donc pour alimenter les réseaux et les circuits de cantines scolaires notamment. Donc c'est un sujet sur lequel on intervient de plus en plus, aussi en lien avec l'Oursendia qui a été évoqué tout à l'heure, pour réguler les prix du foncier agricole qui aujourd'hui eux aussi s'envolent, même s'il y a des zéros en moins par rapport à la côte et au foncier voué à l'habitat. Toujours est-il que pour les jeunes porteurs de projets, notamment ce qu'on appelle les hors-cadres familiaux, ça devient de plus en plus compliqué. Et puis, donc, dans la mission que j'ai évoquée tout à l'heure, donc qui m'est confiée, effectivement, on essaie de trouver des dispositifs un petit peu à part et qui nous permettent d'abord de minimiser l'impact financier de nos interventions sur les finances publiques, donc en essayant d'être en direct avec les utilisateurs finaux, et de créer ou de mettre en œuvre des systèmes qui permettent effectivement de dissocier la propriété du foncier et l'usage des biens, donc soit via Bicitegia pour ce qui est du logement, soit via l'expérience, en tout cas la réflexion qu'on a en cours, la création d'une foncière dédiée à l'activité économique au sens large et qui pourrait en partie répondre donc aux besoins des porteurs de projets en économie sociale et solidaire. Notre constat, il est très classique. C'est qu'on a vu fleurir les centres commerciaux. Il faut savoir qu'en Pays Basque, l'offre de grande surface est calibrée pour une population globale qui globalement pourrait être le double ou le triple de ce qu'elle est actuellement. Donc il y a une surdensité d'offres commerciales. Ensuite, on a des changements de comportement avec le développement du e-commerce qui génère une forte vacance de locaux commerciaux dans les centres-bourgs et les centres-villes notamment. Et puis, compte tenu des marchés très inflationnistes, on a une ressource foncière qui est de plus en plus inaccessible. Tout ça, ça semble paradoxal, mais c'est la réalité aujourd'hui d'une grande partie du Pays Basque. Avec des éléments, alors je ne sais pas s'il faut les qualifier d'heureux ou de malheureux, mais en tout cas qui produisent des effets, qui démontrent, et notamment les effets Covid, qui a en fait un réel attachement des habitants à leur centre-ville, à leur centre-bourg. Donc ça, c'est un substrat sur lequel on compte bien s'appuyer et qui malheureusement, pour le coup, génère une forte convoitise pour des territoires qui semblaient jusque-là plutôt en déclin. Et si le regain d'attractivité est louable, quand il va trop vite, il peut être aussi porteur de difficultés, même à court terme. Et donc, il faut être vigilant, et notamment par la mise en œuvre de stratégies foncières qui visent à maîtriser publiquement ces fonciers. En tout cas, toujours est-il que dans notre réflexion, on a la conviction qu'il faut, sur la question foncière, apporter des réponses globales, que ce soit sur l'habitat, l'éco, l'emploi, les services, et partout, surtout sur le Pays Basque. Pour avoir été confronté à certains porteurs de projets, notamment en économie sociale et solidaire, notre analyse montre qu'on est quand même sur des demandes qui sont quand même assez urbaines ou périurbaines. Et alors même que dans notre ADN, on a un devoir de réponse sur l'intégralité du Pays Basque, et c'est quelque chose qui est très très important pour nous. Alors ce qu'on a fait jusqu'à présent, vous avez bien compris qu'on a eu une réflexion qui était plutôt intuitive, ce qui ne nous a pas empêché donc depuis de prendre les choses en main et de lancer une introspection parallèle sur deux sujets. Donc la première sur l'économie plus classique, et sur l'offre de commerce et d'artisanat en centre-bourg et en centre-ville. Et donc, on s'est rapproché des chambres consulaires, chambres de commerce et chambres des métiers locales
pour qu'il nous aide, il nous apporte un éclairage un peu circonstancié sur quels étaient aujourd'hui les modes de consommation, les modes de production, les besoins. Enfin, on a besoin d'une image un peu plus claire que justement que l'intuitif. Et parallèlement, alors là, pour le coup, c'est ce que disait Lise, c'est que par le plus grand des hasards, on s'est rapproché de Village Vivant. On est allé passer 2-3 jours chez eux entre Drôme et Ardèche, très sympathique d'ailleurs, et où on a vu in vivo, puisqu'on a été accueillis dans une auberge portée par une coopérative et qui nous proposait 4 ou 5 activités très complémentaires, en réseau avec des structures installées à Lyon et qu'on a vu aussi de passage. On a vu ce que c'était que l'économie sociale et solidaire, qui jusqu'à présent pour nous était un concept plutôt flou. Et on a découvert qu'en fait, derrière, ça recouvrait d'abord des tas de réalités et que malheureusement, et c'est peut-être chez nous les premiers, on occultait la dimension éco et qu'on entendait plutôt social et solidaire, ce qui, pour certains élus locaux, peut encore faire peur. Et donc, on s'est dit qu'il y avait une injustice sur ce sujet-là, qu'on devait, nous, à tout le moins, faire de l'information sur la réalité de l'économie sociale et solidaire, et surtout essayer de voir si on pouvait apporter une plus-value sur ces sujets par notre action foncière. Sachant que sur notre action foncière traditionnelle, effectivement, on est propriétaire de pas mal de biens, mais dans le cadre de portage pour le compte de collectivités locales. Et c'est dans le cadre de ces portages qu'on entend parler donc, de mise à disposition transitoire, mais qui pour nous n'est pas du tout une quête ni une solution, puisque nous, plutôt s'inscrire dans la durée pour ne pas fragiliser les porteurs de projets qui auraient besoin de lisibilité à plus long terme. Et puis surtout, on a besoin de créer un modèle économique qui, et ça c'est la force de l'EPFL, on est en capacité de porter sur du très long terme et donc de manière corrélative de pouvoir proposer des conditions attractives pour ces porteurs de projets. Donc la solution qui pourrait se mettre en œuvre, c'est celle de la création d'une foncière dédiée à l'activité économique au sens large et pour partie à l'économie sociale et solidaire. Reste à définir, et c'est un chantier qu'on vient d'ouvrir au sein de nos instances, à définir un modèle économique qui nous permette de le faire et qui permette surtout de nous affranchir le plus possible du besoin d'investissement des collectivités locales, puisqu'on sait que par ailleurs, elles sont hyper sollicitées sur d'autres sujets. Voilà pour ce qui est de l'EPFL globalement et de sa posture sur l'économie sociale et solidaire et sa volonté de pouvoir apporter des réponses adaptées, des réponses foncières adaptées. Si vous avez des questions. Merci beaucoup déjà de ces doubles exposés, parce qu'effectivement, on entend bien autant avec les présentations d'Anne-Laure Federici que de Yannick Chieux que le foncier peut être pris avec plusieurs axes de réflexion. Et ce qui nous intéressait, nous, justement, c'était cette possibilité. Alors, j'entends ce que vous disiez sur le côté périn. C'est vrai que la pérennité, c'est toujours mieux, mais c'est vrai que de pouvoir travailler sur du foncier peut-être transitoire n'est peut-être pas à dénier aujourd'hui, puisque le foncier devient très compliqué dans notre région, c'est clair. Est-ce que vous avez des premières questions à poser à Anne-Laure ou à Yannick et Hugo? On ouvre les micros, si vous le souhaitez, vous nous le dites et on vous ouvre le micro. Nous avons Anne-Laure qui nous disait qu'on pouvait soutenir les villages vivants et qui nous a mis un lien. Merci Anne-Laure. Donc il y a Régis Navassarian qui voudrait prendre la parole. Régis, où est-il? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend bien, allez-y. Bonjour, merci pour l'explication de l'EPFL et du réseau territorial. Moi, concrètement, par exemple, j'ai un projet d'ouvrir une plateforme de réemploi. Et là, concrètement, du coup, comment on peut monter le modèle économique sur le territoire du Pays Basque? C'est une question.
Alors, le modèle économique, la réponse ne sera pas dans le PFL ou même dans le RTES, mais plutôt dans ce qu'on a évoqué avec Yannick Fieux, et il me reprendra si je vais trop loin, c'est plutôt de voir le besoin de foncier, qu'on le détermine avec toutes les initiatives qui nécessitent aujourd'hui du foncier, pour voir ensuite ce qu'il est possible d'envisager avec le PFL qui, comme il le disait, permet des coûts moindres. Maintenant, pour la partie réflexion sur le modèle économique et sur les moyens à mettre en œuvre, la maison de l'ESS peut apporter sa contribution à travers des ateliers de soutien aux porteurs de projets pour poser un peu les choses avant d'aller voir les financiers ou aller voir les structures comme Interstice ou le Tube ASC qui sont dans notre région tout à fait partantes là-dessus. Alors, voilà, on ne peut pas répondre sur la partie, tout au moins pas ce soir sur la partie économique, mais plus sur la partie foncière, et je laisse Anne-Laure et Yannick répondre. Parce que la question est posée localement. Ce que nous, on est en capacité aujourd'hui de faire, mais je mets tout de suite des bémols, c'est de mettre à disposition des fonciers dont on a la propriété temporaire. Sauf qu'il faut savoir que ces fonciers qui pourraient convenir à des porteurs de projets, ils sont évidemment, compte tenu d'un contexte hyper concurrentiel, et même des fonciers temporaires, ils sont hyper demandés et pour tout type de projet, ce qui fait qu'on en dispose que très difficilement. Et quand je dis tout type de projet, c'est autant des projets d'habitat d'urgence que des projets que vous pourriez porter vous-même. Et ce qui est pour nous un peu problématique, dans la mesure où on est engagé sur des portages plutôt court terme vis-à-vis de collectivités locales qui derrière ont plutôt des projets de démolition pour mettre en œuvre leurs propres projets. Et on sait bien que la difficulté qui risque je suis cash quand je le dis, à laquelle en tout cas on ne veut pas être confronté, c'est que ça serait quand même dommage de voir qu'un porteur de projet s'installe, même avec la pleine connaissance du fait que l'occupation est temporaire, et de devoir le faire partir au bout de 3 ou 4 ans, puisque avec l'urgence pour la collectivité locale de mettre en place son projet. Donc ça, c'est des choses qui, encore une fois, de manière intuitive pour nous semblent un peu compliquées à gérer, d'où notre propos d'essayer de viser des choses beaucoup plus directement maîtrisées par nous et de manière plus durable. Alors, je réponds, j'imagine, à côté de votre demande, mais enfin, c'est la réalité de l'EPFL aujourd'hui, en tout cas. Il y a peut-être des réponses qui pourront… Alors, ce qui est fabuleux dans notre région, à Nord, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir un petit peu ce qui se passe en Pays Basque, mais il y a toujours des gens qui ont des idées éminemment lumineuses et étonnantes. Et je voudrais donner la parole à 2 personnes qui sont présentes ce soir et qui ont créé un concept, ALF. C'est Pierre-Louis Perroutet et Adrien Mugot, qui peut-être pourraient… c'est une réflexion qu'ils ont en cours, donc ils vont nous la livrer. Et c'est pour tout vous dire, on les a rencontrés cet après-midi. Comme quoi, moi je dis que les choses se font naturellement, c'est-à-dire qu'il n'était pas du tout prévu qu'il frappe à notre porte. Et il frappe aujourd'hui où nous avons cette… et vous allez vite comprendre en quoi ce soir c'était important de les inviter à nous rejoindre. On vous donne la parole et puis on revient parce que c'est sur cette partie financière et foncière. À vous, messieurs. Il vous faut ouvrir le micro. Il est là. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, donc Adrien, Pierre-Louis. Alors nous, ça va être un tout petit peu plus improvisé, comme l'a dit très justement. D'ailleurs, je ne me rappelle plus de votre prénom. On les a rencontrés tout à l'heure. D'accord. Désolé à tous. Alors nous, on va parler d'un sujet qui va peut-être de gens qui assistent à la réunion. Mais nous, en fait, on est parti d'un constat qu'on avait du mal à avoir un impact, enfin, c'est la sensation qu'on avait, avoir du mal à avoir un impact sur le problème foncier, justement, qu'on vient d'évoquer, parce qu'on était nous-mêmes des agents immobiliers.
En ne sachant pas que des structures comme le PFL existaient ou le RTES, on s'est dit, bon, bah, pour l'instant, le sujet, on ne va pas pouvoir le prendre à bras-le-corps comme on voudrait. On n'a pas les financements, on ne sait pas comment attaquer la création de tiers-lieux ou de choses comme ça, parce qu'on avait des super idées. On s'est dit, bah, on va, plutôt que d'aller chercher du financement, on va essayer, nous, de générer. On s'est dit qu'on allait peut-être pouvoir se servir de nos connaissances dans l'immobilier pour réinvestir dans l'ESS et dans les projets qui nous plaisaient. Et donc, plutôt que de mettre un couvercle, vous nous entendez? On vous entend un peu assuré. Je ne sais pas si tout le monde vous entend bien. Oui. Nous, ici, on vous entend assuré. Il faudrait peut-être essayer de ne pas se bouger, peut-être. Je ne sais pas. C'est peut-être la connexion. C'est la connexion qui n'est pas très bonne. Oui, c'est peut-être ma connexion. Attendez, je vais fermer plein de choses. Désolé encore. Hein. Voilà, parfait. Allez-y. Ça va mieux? Ouais. Ça va un petit peu mieux? Ok. Donc, en gros, nous, plutôt que de mettre un couvercle sur quelque chose qui sentirait mauvais, qui est le milieu immobilier qui fait la transaction, on s'est dit qu'on pouvait s'en servir pour que ça serve à quelque chose de plus vertueux. Et en fait, on s'est dit que utiliser le concept de la redistribution dans l'immobilier, dans la transaction immobilière, ça pouvait être une bonne idée pour financer plein d'initiatives locales. C'est vraiment le local qui est le maître mot de notre projet, et avec une vocation au développement durable. Donc, en fait, l'ESS, c'est exactement ce qui nous intéresse. Et en fait, on a décidé dans notre concept de redistribuer la moitié de nos revenus aux initiatives qui rentrent dans le spectre de l'ESS. Et du coup, ça peut être une réponse à la personne qui est intervenue juste avant, qui a posé la question à l'EPFL, en disant comment je peux être soutenu pour que mon business model fonctionne, où est-ce que je peux aller chercher des financements. Alors, il y a plein de façons d'aller chercher du financement, mais en tout cas, nous, alors je ne dis pas qu'on financera forcément toutes les initiatives, notamment celle de monsieur qui a demandé, mais en tout cas, on pense que l'immobilier, plutôt qu'il serve la spéculation et que ça enrichisse un peu les personnes qui ont déjà pas mal de richesses, que les gens tournent en vase clos, voilà, on pensait que c'était une bonne idée de le redistribuer localement, qu'au moins l'immobilier serve à quelque chose. Donc, rien de révolutionnaire en soi, hein, c'est ni plus ni moins que d'appliquer le concept de redistribution dans la transaction immobilière. Voilà. Pour que le Pays basque puisse bénéficier de tout ça. Voilà, donc, pour ceux qui n'ont pas, parce qu'à un moment donné, il y avait des coupures, donc le principe que vous proposez, c'est pour une transaction immobilière, puisque vous êtes des agents immobiliers, mais que vous cherchiez du sens. Oui, à la base, oui. Voilà, vous cherchez du sens aussi à votre métier. Plutôt que la spéculation, vous ne pouvez rien y faire, elle existe et voilà, c'est un fait. Vous vous dites que la commission que vous prendrez, elle est pour une part pour celui qui a amené oui, qui a travaillé avec nous, notre collaborateur. Voilà, celui qui a travaillé et qui est donc comment on appelle ça, l'agent commercial qui fait le truc. Voilà, ça c'est normal, 50% pour lui. Et dans les 50% restants, 50% encore seraient mis de côté pour plutôt c'est ça. Voilà. Alimenterait une cagnotte qui ensuite servirait à financer des initiatives qui sont vraiment purement locales et qui servent l'écosystème du Pays basque. En fait, on a juste tout simplement envie de réconcilier l'immobilier, en tout cas la transaction immobilière qui est quand même très décriée. Et on comprend, hein, puisque les gens pensent que c'est l'agent immobilier qui participe à la spéculation. Or, nous, on est des intermédiaires. Celui qui participe à la spéculation, c'est le vendeur ou l'acheteur qui met le billet sur la table. Donc, nous, on est des intermédiaires. Et on pensait que plutôt que de, détourner le regard sur tout ce flux d'argent qui arrive sur le Pays basque et se dire c'est pas bien, mais on peut rien y faire, et nous, on s'est dit, avant d'agir sur le foncier purement et simplement en construisant de l'habitation, choses comme ça, ce que nous, on ne savait pas faire, en tout cas qu'on ne sait pas faire pour le moment, on s'est dit, on va utiliser nos compétences et on va faire en sorte que la transaction immobilière au moins serve à quelque chose. C'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que en fait, c'est ce que vous disiez sur la spéculation immobilière. Nous, on est 2 agents immobiliers, on a fait ça pendant 8 ans. On sait, je pense, pas trop mal le faire. On vous a perdu. Et en fait, on s'est dit, tous ces gens qui arrivent, vous m'entendez ? Tous ces gens qui arrivent au Pays basque
et qui investissent, qui achètent des maisons, des appartements. Donc nous, en fait, on ne peut strictement rien faire sur la spéculation. En revanche, nous, ce qu'on a décidé avec Adrien, c'est de se servir de toute cette manne d'argent qui arrive et de la redistribuer en local. Voilà. Donc, en fait, l'idée, elle est là. Ce qu'a dit Adrien, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, voilà, pourquoi nous, on aimerait que ce modèle-là, ce concept-là, il s'applique de manière maintenant, on espère dans les années qui arriveront, que ça soit une logique, que ça soit comme ça que doivent se faire les transactions immobilières. Partout en France, on se dit que ça pourrait être une nouvelle manne financière qui permettrait de financer l'ESS. Voilà, donc rien de révolutionnaire en soi, mais on se dit que… Voilà, donc ça permettrait de répondre à Régis tout à l'heure et également dans les propos de Yannick Fieux tout à l'heure sur la possibilité d'acquérir des fois du foncier. Oui. Ça pourrait être effectivement, parce qu'on avait parlé à un moment donné dans le foncier solidaire, si on pouvait le mettre sur l'économique, il pourrait y avoir un achat du foncier qui reste le PFL ou qui reste la propriété du commun, et ensuite l'usage mis à disposition des initiatives, et c'est ça qui est intéressant. Alors, il y a juste qui voudrait… Voilà, il y a des gens… Alors, bien évidemment, pour que ce projet puisse… ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il faut qu'ils puissent avoir eux-mêmes des biens voilà, qu'ils puissent lancer et avoir un portefeuille qui permette à un moment donné de faire de financer cette chose. Alors, il y a deux questions qui sont posées. Il y a Justine qui demande à avoir le contact, on vous le met, et il y a Claire de Recyclarté qui voudrait poser une question. Donc, on va laisser Claire ouvrir son micro. Claire, où es-tu? On ne te voit pas. Ah, te voilà. À toi, Claire. Tu ouvres le micro. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Très bien, bonjour Claire. Je suis contente de voir qu'effectivement, il y a des agents immobiliers qui ont une démarche qui peut-être aider. Moi, ma position, c'est quand même de dire que c'est quand même une question, la maîtrise du foncier, qui doit avant tout être traitée par les collectivités locales. Et je suis très heureuse de voir que le PFL a découvert tout l'intérêt de l'ESS, parce que c'est vrai que l'ESS, c'est quand même en train d'être connu au Pays Basque. Mais nous, quand on a commencé à Recyclarté avec un projet de ressourcerie, recyclerie, avec un besoin d'à peu près 2000 m², c'était en 2015, et je pense qu'on a fait un certain chemin vers une meilleure prise en compte de l'ESS comme faisant vraiment partie de l'économie et l'économie du futur. Il y a eu aussi une prise de conscience très, très importante, je pense, sur plein de questions environnementales et sociales. Moi, je voudrais poser une question à l'EPFL concernant cette question de création d'une foncière, parce qu'effectivement, sur tous les projets de recyclerie, et on espère bien qu'il y en aura une bientôt qui verra le jour sur la côte, parce qu'il y a beaucoup d'habitants, il n'y a toujours pas de recyclerie sur la côte basque. En fait, il faut donc une aide de la collectivité, et on le sait très bien, une recyclerie, effectivement, on peut lui prêter 500 m² pour commencer en transitoire. Mais si on veut vraiment un outil performant pour les politiques publiques et pour les habitants, il faut 2000, 3000 m² à minima. Et on ne peut pas, quand on démarre une structure de cette ampleur, acquérir comme ça du jour au lendemain. Par contre, on sait que de toute façon, un jour, il faudra acquérir. Et tous les exemples le prouvent. Il y a Aima à Salis de Berne qui, après de nombreuses années, a fini par acheter. Il y a Voisinage à côté dans les Landes, et tous les exemples le prouvent. Donc, ma question, c'est est-ce que cette foncière, elle permettrait un système d'acquisition, peut-être avec l'aide des agents immobiliers, pourquoi pas, on peut tous contribuer, où en fait on aiderait les entreprises d'utilité sociale à acquérir avec un loyer solidaire qui, sur les années, et avec les économies qui seraient intégrées, c'est-à-dire les économies pour les politiques publiques, parce que quand on détourne 200 tonnes annuelles de déchets,
on crée des emplois, mais en plus, on fait économiser, j'avais calculé à peu près 30 000 € par an à la collectivité. Donc, comment on pourrait intégrer ces coûts évités à la collectivité pour permettre l'acquisition du foncier par les acteurs de l'ESS? Une excellente question, Claire. Il y a 25 excellentes questions dans ce que vous dites. Donc, je vais me garder de répondre à toutes. Sur le modèle qu'on envisage, on a été confronté à une réalité qui est aujourd'hui portée par la Caisse des dépôts et consignations et l'État d'une manière générale sur la création de foncières économiques qu'ils souhaitent déployer un peu partout en France, mais qui repose sur un modèle de valorisation assez rapide, court-moyen terme, enfin au maximum de 10 ans, des investissements mis en œuvre par les partenaires de ces foncières. Les partenaires de ces foncières, c'est les caisses des dépôts, autres banques et sociétés d'économie en général. Ça, c'est un modèle qui ne nous va pas parce que très rapidement, le fruit de l'investissement, il permet de valoriser les comptes en banque de ces investisseurs. Et quid des locaux après qui peuvent assez rapidement refaire l'objet de spéculations. Vous avez bien compris que dans notre ADN prioritaire, on avait celui de l'obligation de continuer à réguler les prix du foncier et permettre l'accessibilité à ces fonciers du plus grand nombre. Donc, le modèle Caisse des dépôts, il ne nous va pas très bien. Donc, c'est bien pour ça qu'on s'est rapproché de Village Vivant pour voir comment ça pouvait se développer. Et eux, ils ont une posture qui est un peu médiane, où effectivement, sur 10 biens qu'ils ont en propriété, avec tout un système en cascade, parce qu'il y a quand même des partenaires financiers autour de table, et d'ailleurs et la Caisse des dépôts pour commencer, ils sont dans l'obligation régulièrement de revendre une partie de leurs biens pour pouvoir continuer à offrir de manière pérenne les autres et à des conditions attractives le reste de leur patrimoine. Donc, le modèle économique qui tient la route dans le temps, effectivement, doit passer par plus ou moins la possibilité de revendre des biens aux porteurs de projets. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait nous amener à changer un peu notre ADN, si c'est possible, et à essayer d'envisager de pouvoir vendre pour valoriser une partie de nos locaux pour pouvoir continuer à être attractif ailleurs, à moins qu'on ait un modèle économique sur lequel on cherche à s'adosser aujourd'hui qui nous permette d'être véritablement, et pour tous nos biens, en position de pouvoir rester attractif en restant propriétaire de ces biens et pour assurer aux collectivités locales avec qui on travaille, même si on ne les impacte pas financièrement, en pleine maîtrise de ce qui se passe. Parce que pour caricaturer la chose, il ne s'agit pas d'installer des porteurs de projets en économie sociale et solidaire pour que dans 5 ans, ils soient remplacés par une banque ou une assurance ou ce genre de choses, quoi. Donc, on est un peu dans un entre-deux. Et après, pour répondre à votre projet de recyclerie, c'est sûr que 3000 m2 et pour effectuer ce qu'une recyclerie doit effectuer, ça reste assez spécifique comme usage. Donc pourquoi pas revendre, mais aujourd'hui on est quand même en plein sur ce débat interne de savoir comment on se positionne par rapport à ça. Oui, puis je crois que la question... D'où l'intérêt de pouvoir appliquer le modèle d'organisme foncier solidaire pour pouvoir vendre ce qu'on appelle juridiquement une partie des droits réels, donc une partie de la propriété du bien au porteur de projet, mais en limitant la possibilité derrière pour lui de faire une plus-value, puisque dans le principe des organismes fonciers solidaires, vous restez à vie en contrôle des différentes mutations qui s'opèrent dans le temps. Mais oui. Alors, il y a deux éléments, moi j'ai envie de poser la question autant à Claire qu'à vous. La première des choses, c'est lorsqu'on avait discuté, Yannick, vous nous aviez dit ce qui pourrait être intéressant, et moi je rebondis là-dessus, c'est de faire un peu une analyse du besoin. Et non pas justement de faire, ben moi j'ai besoin de 3 000 €, mais de faire plutôt une recyclerie a besoin de 3 000 €, de 3 000 m2, pardon, excusez-moi, 3 000 m2. Un autre projet a besoin de 1000 m2, etc. Les projets peuvent s'articuler les uns et les autres autour d'un projet global et on a besoin d'un foncier de X milliers de mètres carrés.
Et je pense que c'est plus cohérent que de ponctuellement chaque fois aller interroger le PFL. Je trouvais que la démarche de Yannick Fieux et de Hugo était plutôt de dire est-ce qu'on pourrait faire un état global du besoin de façon à ensuite aller voir si. Alors, moi, je pense que le transitoire, peut être une bonne base aussi pour tester des projets. Parce qu'il y a des projets tels que celui de Claire, et je suis d'accord avec elle sur une recyclerie, c'est du long terme. Et il y a des projets qui, par contre, ont besoin parfois d'être testés. Et le transitoire peut être la bonne réponse à ça. Je pense qu'on ne peut pas refuser l'un ou l'autre. Et voilà, donc ça c'est la première chose. Est-ce qu'on est bien dans cette démarche d'analyse globale et est-ce qu'on peut dissocier le transitoire pour des projets qui seraient en test avec du foncier pérenne pour ce qui est par contre posé et sur lequel on a une réalité? Alors, sur une partie de la question, donc c'est vrai que je m'étais censuré, là je ne suis pas allé au bout de la présentation, mais effectivement, on demande à la Maison de l'économie sociale et solidaire donc de réaliser à l'état des lieux des besoins, parce qu'on en a besoin si on crée une foncière, de s'inscrire quand même sur ces sujets avec une bonne lisibilité. Donc on a besoin de quantifier ce qui se passe, de le quantifier et puis de le qualifier, c'est-à-dire quelles sont la nature des besoins, pour voir comment nous, derrière, on peut adapter notre réponse et notre foncière, comment on peut la capitaliser. Enfin, tout ça, c'est quand même très, très, très fortement lié. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, on n'est pas sur notre propre patrimoine en portage pour les collectivités locales. Vous l'avez bien compris, on n'est pas très fan d'usage temporaire parce qu'encore une fois, on est gestionnaire de nos biens. Et pour nous, c'est très complexe quand il s'agit de faire partir des gens, même s'ils ont encore une fois, dès le départ, l'information que l'usage des biens est temporaire. C'est toujours très compliqué, que ce soit de l'habitat ou de l'activité éco, que d'avoir à mettre un terme à ces occupations-là. D'accord. Il y a pardon, il y a Sean et Benoît. Sean et Benoît. Alors, je ne sais pas qui a été le premier. Allez, en avant pour Componchoco. Vas-y. Tu peux redescendre la main, Claire, pour pouvoir reprendre la parole ensuite, si tu veux bien, parce qu'autrement, je ne sais plus. Voilà. Merci. Allez, Sean, donc. Et bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour. Bonjour. Nous, on porte aussi un projet de recyclerie qui existe déjà à moitié, puisqu'on fait une recyclerie à prix libre sur espace public. Et on fait aussi un Repair Café, c'est par ça qu'on a commencé. On a d'ailleurs écrit un courrier à M. Irigoyen de l'EPFL pour lui demander un rendez-vous pour lui présenter notre projet. Et je reviens sur ça. C'est plus lui le président. Non, je sais, mais c'est le maire de ma commune, du coup, je l'ai contacté. D'accord. Je lui ai envoyé notre dossier en lui demandant un rendez-vous. Mais parce que nous, en fait, on est dans une double problématique. On aimerait justement construire un projet de long terme. Pour nous, le seuil de viabilité qu'un peu tout le monde nous a indiqué pour une recyclerie, ça commence à 1000 m². On a rencontré plusieurs techniciens élus de l'agglo, de la mairie pour essayer de voir des pistes même plus petites parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose de cet ordre de taille-là qui serait disponible. Et ce qu'on voit, c'est que voilà, on aura sûrement besoin, nous, d'une phase transitoire, ne serait-ce que parce que pour l'instant, il n'y a pas des trucs de plusieurs milliers de m². Même si on a discuté avec plusieurs autres porteurs de projets, dans l'idée de se regrouper dans l'avenir sur des grosses structures qui pourraient fédérer plusieurs structures complémentaires. Du coup, la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas justement plusieurs étapes possibles et qu'est-ce qui est jouable du côté de l'EPFL à différentes temporalités, tant pour chaque acteur, séparément que par la suite sur des gros projets, quoi. C'est pas ma question. Sur des portages qu'on a en cours, spontanément, nous, on n'irait pas vous les proposer. Le tuyau, c'est effectivement de passer par les collectivités locales. On n'aime pas du tout ça, hein, mais dans la mesure où à terme elles ont vocation à redevenir propriétaires, pourquoi pas. Après, encore une fois, et ça confirme ce qu'on a en tête, vous êtes pour la plupart d'entre vous, en tout cas je m'adresse aux porteurs de projets parmi vous, en recherche de biens avec des caractéristiques physiques
assez particulière et vous êtes fortement en concurrence avec d'autres usages encore, puisqu'on parle toujours de cette zone côtière ou périurbaine, alors que partout ailleurs en Pays Basque, alors après c'est la nature peut-être de vos activités qui vous empêche d'aller plus loin, mais partout ailleurs en Pays Basque, il y a des possibilités de trouver des locaux de manière beaucoup plus aisée et beaucoup plus facile à maîtriser pour nous. Je vois qu'il y a Nicolas et Charles là, qui participent au truc. Si vous aviez un tant soit peu envie d'aller vous installer en dessous, on vous trouve des locaux demain. Oui, mais il y a un besoin sur le secteur bayonnais déjà. Depuis plusieurs années, il y a des gens qui ont essayé de monter des recycleries. Tous les projets ont échoué et nous, on se dit qu'il y a vraiment un enjeu et oui, on verra bien. J'entends bien, mais donc du coup, quitte à régler le problème, autant le faire définitivement et essayer de trouver des locaux, quand on aura notre foncière en tout cas, qui seront les plus adaptés possibles à un ou pourquoi pas d'ailleurs plusieurs porteurs de projets qui pourraient mutualiser des locaux avec des activités complémentaires. Alors, on va donner la parole à Benoît Brion, pardon, excuse-moi, qui voulait nous parler d'un projet également. Tu peux ouvrir ton micro. Ouais, voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. En fait, moi, je voulais vous présenter l'association Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que donc, on parle de foncière, on parle de projets qui cherchent du foncier. C'est un constat qu'on a fait aussi. Et du coup, on a créé cette association avec cette ambition justement de regrouper des gens qui ont besoin de lieux pour réaliser leurs activités. Donc, sur la partie économique, mais et activité au sens large, ça veut dire inclure ceux qui font des études, ceux qui sont en retraite, voilà, toutes sortes d'activités, un peu par différence plutôt par rapport au logement, où il y a par exemple les Tchaldés ou d'autres choses comme ça qui sont sur ces problématiques. Et du coup, aujourd'hui, donc c'est une association. L'idée, c'est de rassembler du monde et de partir sur la création d'une foncière ensuite, en sachant que l'association ne sera peut-être pas la bonne structuration juridique pour faire les achats et les choses comme ça. Donc, mais en tout cas, pour porter le projet et commencer à avoir une action de communauté, ça peut se faire. Donc, on a des partis pris. Donc pour ça, on a créé ça en février, donc c'est assez récent. On est en train de créer des relations et cette conférence, c'est un bon tremplin aussi. Et donc on a commencé en février. Nos spécificités, c'est qu'on cherche à faire de la gestion en commun, c'est-à-dire plutôt pas du public et plutôt pas du privé, c'est-à-dire gérer en commun les lieux, les ressources. Une spécificité autour de l'impact aussi des activités, l'impact environnemental et social, et avec la volonté de transformer les activités qui n'en sont pas encore là. C'est-à-dire que le foncier est à la fois une clé et un levier pour la transformation de nos activités. Et un savoir-faire. Aujourd'hui, notre savoir-faire, c'est pas justement l'acquisition foncière ou cette technique-là. On a plus un savoir-faire sur la gestion de commun, l'animation de communauté, la dynamique collective. Clairement, on est positionné du côté porteur de projet. Et une invitation, ça peut être de venir vers... alors, on parle d'identifier les besoins. Nous, ce qu'on souhaiterait faire, ça serait mettre en place des rendez-vous, par exemple des rendez-vous mensuels de travail sur cette problématique-là, qui pourraient venir nourrir, faire un état des lieux, mais aussi du coup en profiter pour tisser les relations qui vont bien avec les différents acteurs du territoire. Je mettrai le lien dans le chat, si vous voulez nous joindre. J'ai mis... Elle l'a mis, Mathilde. T'inquiète. Ok, alors il y a Cédric Cédric Elissal, qui est le trésorier de l'association, qui propose, comme le sujet est un peu effectivement vaste,
de mettre en œuvre une table ronde entre tous les organismes publics et privés sensibles à cette problématique, et citoyens, bien sûr, autour de cette table en été, puisque cet été, nous allons proposer justement des ateliers un peu collectifs. Donc, ça pourrait être une excellente idée de poser un peu des jalons pour… Parce que je pense que ce que vient de dire Benoît, ce qui est une autre approche aussi, en façon mixte, ce que propose ALF, le PFL et ce que vient de dire Benoît, je pense qu'il y a matière à travailler sur un foncier qu'il faut d'abord identifier, ensuite identifier les besoins pour mettre en adéquation la réalité du terrain et les besoins, et ensuite sur un plan financier, aller chercher chez nos amis immobilier ALF qui viennent de s'exprimer, aller chercher peut-être la petite piste financière qui nous manquerait. Est-ce que d'autres personnes veulent réagir et poser des questions? Je pense que Anne-Laure a peut-être des remarques à faire sur ce qu'elle a entendu ce soir de notre Pays Basque, de l'EPFL. Est-ce que vous avez un établissement public foncier local sur l'île ou sur les territoires que vous connaissez bien? Oui. Alors peut-être qu'ils ont des statuts différents de celui du Pays Basque, mais il y a effectivement des établissements publics fonciers locaux. Donc là, par exemple, à Lille, il y en a un qui travaille notamment dans les quartiers prioritaires, qui est très actif et qui aujourd'hui travaille sur ces sujets. Non, moi, je suis vraiment très, étonnée au très bon sens du terme sur le nombre d'initiatives et les dynamiques sur le territoire. Après, je pense qu'il y a vraiment les besoins et les contraintes de chaque territoire sont effectivement très, très différentes. Et c'est sur tous les sujets qui ont été évoqués, je ne connais vraiment pas du tout assez le territoire pour pouvoir avoir un avis. Simplement par rapport aux ressourceries, il y a quelques projets que je trouvais vraiment intéressants où l'acteur public réfléchissait dès le départ à la construction d'une déchetterie et d'une ressourcerie. Je ne sais pas si c'est des choses qui sont possibles, mais il y a quelques exemples vraiment intéressants où, dès la conception, il y a à la fois l'aspect apport volontaire à la déchetterie et en même temps des espaces de ressourcerie, recyclerie qui sont conçus dès la création. Mais bon, bien sûr, c'est possible dans le cas d'une nouvelle création de déchetterie, mais en tout cas, ça peut répondre à certains besoins. Et sur l'aspect études, je pourrais peut-être vous mettre en relation avec Pleine Commune, qui est un établissement public qui a réalisé une étude sur les besoins en foncier des acteurs de l'ESS sur son territoire. Peut-être que je ne sais pas en termes de méthode ou autre, ça peut vous intéresser. Tout à fait. On est preneur de tout. Il y a Chantal qui voudrait prendre la parole. Chantal. Il faut que tu ouvres ton micro, Chantal. Voilà. J'aurais voulu revenir sur la proposition là, de Alf et de Adrien. On t'entend mal, Chantal. Je voulais revenir sur la proposition de Alf et de Adrien Pierre-Louis, en savoir un peu plus, je n'ai pas très bien compris. Ils sont agents immobiliers à l'heure actuelle. C'est-à-dire, vous êtes prêts à investir une partie de ce que vous gagnez actuellement sur des ventes de bâtiments, sur des ventes de maisons, d'appartements, et vous travaillez où? Où est-ce que vous vendez tout ça? Alors, pour l'instant, on travaille sur Biarritz et sur la côte basque et sur le Sudland. Notre ambition, elle est vraiment de s'étendre sur le territoire national. On va dire que le Pays basque va être pour nous, pendant une période de 12 à 18 mois, un laboratoire pour vérifier que notre modèle fonctionne. Et sur ça, on n'a pas trop de doutes. Donc oui, on est des agents immobiliers. On a, avec Adrien, des parcours. Voilà, on a fait 7-8 ans. On était agent immobilier on était dans l'immobilier de prestige. On était, pour tout vous dire, moi j'étais chez Christie's à Biarritz.
Et Adrien, lui, était directeur, il avait la franchise Sotheby's à Annecy. Adrien Savoyard. Et ça, c'est pas grave. Hein. Et en fait, voilà, notre rencontre a fait qu'on a eu ces 18 derniers mois, le modèle économique de Alf nous est apparu comme une évidence. En fait, on est arrivé à créer ce modèle et voilà. Pour expliquer comment ça fonctionne exactement. Pour vous expliquer comment ça fonctionne, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je ne sais pas si on a été bien entendu, mais l'idée, c'est de véritablement, nous, c'est un parti pris, c'est un pari, hein, c'est-à-dire que nous, la moitié de nos revenus, je parle bien de nos revenus, hein, c'est pas les bénéfices, c'est les revenus. C'est-à-dire que, comme on l'a expliqué tout à l'heure, une fois que nos négociateurs sont payés, encore une fois, ils sont payés de manière équitable, ils sont payés 50% de la commission. Donc, sur les 50% qui restent, donc 25% 25% du total, donc 50% de ce qui reste, va être dédié à de l'investissement, à de la redistribution pour les initiatives locales, donc de l'ESS, bien évidemment. Voilà. Et là, on se rend compte qu'en fait, la question foncière est tellement saillante ici que finalement, des fonds qu'on avait dans l'idée d'investir vraiment dans l'environnement pur, donc sur des initiatives d'apiculteurs, par exemple, ou recyclage de déchets qu'on pourrait récupérer de l'océan pour en faire des objets, revalorisation de ces déchets-là, on se rend compte qu'en fait, de plus en plus, on va orienter cet investissement vers les questions foncières, justement pour, par exemple, amorcer un financement pour acheter des lieux. Là, on est en train de réfléchir à un projet, justement, pour quelque chose de patrimonial qui consisterait à sauvegarder, par exemple, des trinquets et choses comme ça, où au sein de ces trinquets, on pourrait peut-être penser à de l'habitation à des prix qui soient tout à fait raisonnables, parce que c'est très peu sur la côte basque, et on l'a suffisamment dit. Et en fait, on est en train de se dire qu'une bonne partie de cet argent qui serait récolté et mis sur un fonds de dotation serait destiné, a priori, plutôt à une cause de logement, enfin en tout cas de problématique le logement, développer des initiatives comme on l'a vu tous ensemble ce soir. Et voilà, et nous, on pense que si la mayonnaise prend avec notre modèle, ça peut représenter des fonds qui pourraient être conséquents et comme ça a été évoqué, devenir un acteur majeur pour le changement. Et au moins que la transaction immobilière serve enfin à quelque chose. Voilà. Oui, et c'est ça qui est intéressant. Chantal, excuse-moi. C'est ça qui est intéressant et Kitry qui pose la question de savoir si c'est sous forme de subvention ou d'investissement, enfin de prêt. Oui. C'est ça qui est intéressant dans la démarche, c'est que les deux sont possibles. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, exactement. Donc en fait, il y a une partie don gratuit, sans contrepartie. Alors, je ne sais pas si on a répondu à Chantal. Alors, ce qui me gêne un peu, c'est que… Pour revenir sur la question de Chantal, s'il faut, mais en gros, c'est faire sous forme de don et sous forme d'investissement dans une entreprise. Pardon. Allez-y. Si on veut… c'est sûr qu'on a besoin de beaucoup d'argent si on veut faire des choses intéressantes ici, notamment du logement social, participatif, etc. Oui. Mais votre système, ça veut dire que pour qu'il y ait beaucoup d'argent, il faut vendre beaucoup. Ça pousse aussi à… Ah oui, nous, on doit vendre plus. On doit vendre plus. Ah oui, on doit vendre 2 fois plus que nos concurrents. Enfin, en tout cas, il faut… Nous, en fait, c'est simple. Nous, ce qu'on veut, c'est prendre des parts de marché aux agences classiques qui ne servent pas à grand-chose, qui font vivre plein de gens quand même. Hein. Mais nous, on pense que l'idée, c'est que plus on prend des parts de marché à d'autres agences qui aujourd'hui ne refinancent pas l'ESS, et plus tout le monde sera gagnant. Alors bien sûr, on nous dit que notre intérêt n'est pas que les prix chutent, mais au contraire, nous on n'a pas d'intérêt particulier à ça, nous on est juste des intermédiaires, donc nous, on assure juste l'intermédiation entre un vendeur et un acheteur, c'est eux qui fixent vraiment les prix. Et en fait, on se dit plus on prendra de part de marché aux autres agences qui ne servent pas à grand-chose, et plus l'ESS, en tout cas plus le Pays Basque, en tout cas le territoire sur lequel on évolue, retirera de ce secteur une richesse qu'elle pourra réinvestir de façon plus vertueuse. Voilà. Au moins que ça serve à quelque chose. Je ne sais pas ce que tu en penses, Benoît. Si je peux me permettre, Chantal, parce que aujourd'hui, on a discuté de ce projet qui est encore en réflexion, qui demande effectivement à affiner. Ce qui était intéressant dans leur démarche, et moi c'est pour ça que j'étais très contente qu'ils acceptent d'intervenir ce soir,
c'est novateur dans le sens où, effectivement, aujourd'hui, on peut très bien vendre un bien, mettre la commission dans sa poche et ne plus en parler. Aujourd'hui, se poser la question de savoir si une personne qui arrive d'un territoire extérieur peut, lorsqu'il arrive et lorsqu'il achète un bien, être partie prenante du lieu dans lequel il arrive, du territoire dans lequel il arrive. C'est-à-dire que par son achat, il participe et il contribue et ils vont un petit peu plus loin puisque l'idée, c'est aussi de pouvoir indiquer un petit peu aux gens qui arriveraient un petit peu tout ce qui a lieu, tout ce qui est intéressant dans le territoire en matière de SS. En quoi notre territoire se distingue en économie sociale et solidaire. Alors, on ne va pas faire la fin de réunion uniquement sur ce projet parce que, comme vous avez pu le comprendre, c'est un projet qui est hyper intéressant, qu'il va falloir creuser avec eux. Et je pense qu'aujourd'hui, ne serait-ce que ça, on discutait de est-ce que ça sera une décision collégiale. Il y a Denis qui nous a rejoint, là, qui est derrière moi, je ne sais pas si vous le voyez, qui disait mais qui prendra la décision? C'est une question qu'il se pose. Est-ce que ça sera collégial, etc. Donc, il y a encore plein de choses à améliorer, enfin, à réfléchir. Mais ce qui est intéressant, c'est que des gens, et moi, je trouve ça, enfin, personnellement, je trouve ça intéressant de voir que certaines personnes conçoivent leur métier, un peu comme les PFL quand ils sont venus nous contacter, qu'on puisse à un moment donné avoir un regard différent sur son activité, avoir un sens différent à ce que l'on fait et à essayer de mettre l'économie sociale et solidaire, non pas comme ça conceptuellement, mais plus dans le terrain, dans le quotidien, casser les barrières, comme dit Mathilde très justement, et faire que cette économie sociale et solidaire, mais plus de façon plus générale, cette humanité de façon différente, mettre notre économie de façon différente. Oui, moi, c'est ça qui, enfin, perso, c'est ce qui m'a paru hyper intéressante dans leur démarche. Voilà pourquoi. C'était la démarche du fondateur des Chaldées, qui était lui-même un agent immobilier et qui à un moment s'est dit il faut utiliser, enfin, il faut imaginer, quoi, à partir de mon expérience, etc., un système qui soit plus au service de la collectivité, etc. Et d'ailleurs, je crois qu'on en discutera au sein des Chaldées. Je ne sais pas ce que tu en penses, Benoît, mais c'est pour ça, on leur en a parlé, Chantal, on leur a parlé de toutes ils ont toutes les coordonnées et ils vont prendre contact avec toutes les initiatives locales sur cette thématique. On leur a donné par mail aujourd'hui. Voilà, c'est une première rencontre. Il y a Benoît qui voudrait réintervenir. Benoît. Il a pas l'air d'entendre. Oui, je vous entends. Tout simplement, c'était pour illustrer. Alors, pour l'instant, c'est une idée très naïve parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, nous, on est au début des montages. Pour nous, dans Qu'est-ce que tu veux faire, il y a une idée d'activité qui est la gestion de lieux en communauté, en commun. Donc, la vie de chaque lieu. Mais il y a aussi la question pour moi, il y a une image d'agence immobilière également, en tout cas, quelque chose qui pourrait ressembler je cherche un lieu, je voudrais l'acheter. En fait, pour moi, il y a un pas de côté que je fais qui est de dire ce dont j'ai besoin, ce n'est pas la propriété, ce dont j'ai besoin, c'est l'usage. Et du coup, de repositionner les choses là-dessus et de dire, tiens, sur le temps de mon entreprise, qui est peut-être ma génération, enfin en tout cas qui est une génération, une durée pas forcément à plusieurs générations, sur l'usage que j'ai besoin de faire, je suis prêt à acheter un bien, enfin, ou en tout cas à mettre des fonds comme si j'achetais, et en fait je serais sûrement prêt à donc, investir pour l'usage, tout en laissant la propriété pour d'autres générations, pour un bien commun en fait. Et du coup, la naïveté que j'ai aujourd'hui, c'est de croire que si on fait le calcul de la propriété sur plusieurs générations, même par exemple deux fois, l'achat de l'usage pourrait coûter moins cher et donc motiver beaucoup de gens. C'est ce que propose le PFL, Benoît. C'est bien d'avoir justement un foncier qui reste, et c'est ça qui est intéressant, qui reste dans le commun et dont le loyer serait de fait moins cher puisque
justement, ça permettrait de diminuer les loyers et de ne pas, surtout lorsque, par exemple, Benoît s'en va parce que son projet il est ailleurs, eh ben l'activité ne peut pas être revendue en tant que foncier sur le prix du marché, mais va être remis dans le commun pour qu'une autre initiative locale puisse venir s'en saisir et faire quelque chose avec. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que c'est super. C'est pour ça que les deux, Benoît, les deux sont, enfin, à mon sens, ça sera intéressant d'ailleurs qu'on essaye de travailler tous ensemble, parce que ce qu'il ne faudrait pas, enfin, à mon avis, hein, la proposition de PFL est pertinente, la proposition de ALF est pertinente sur le plan du financement, Echalde sur une autre part qui n'est pas dans l'économique, mais qui est plutôt dans l'habitat. Toutes les propositions sont intéressantes. Le tout, c'est qu'à un moment donné, j'ai envie de dire qu'on ne parte pas tous chacun dans son coin, mais qu'au contraire, on essaye de faire quelque chose qui prenne du sens sur notre territoire. On a la chance d'avoir un établissement public foncier local qui veut rentrer. Ah, je vois que Anne-Laure veut nous quitter. Donc, avant de partir, Anne-Laure, merci vraiment. Enfin, je pense qu'au nom de tous les gens qui étaient là ce soir, merci beaucoup de votre présentation. Je pense que votre PowerPoint, vous le mettrez à disposition. Je l'ai. Je l'ai envoyé tout à l'heure. Hein. Bon, merci mille fois d'avoir accepté depuis Lille de nous parler à Biarritz, à l'autre bout de la planète. et bonne soirée à vous. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Donc, qui c'est qui… Oui, il y a Alf qui veut partir aussi. Ah non, qui disait merci à, pardon, qui disait merci à Anne-Laure. Oui, donc la proposition de l'EPFL est super intéressante parce que pour une fois, justement, mettons-nous autour de la table, non pas projet par projet, et c'est peut-être en ça que Kabia a du sens, parce que nous, on n'a pas d'intérêt privé. Nous, on va aller chercher les besoins de chacun et on va mutualiser pour pouvoir dire, ben voilà, idéalement, dans le monde de oui, on aurait besoin de tant d'hectares ou de tant de mètres carrés. Et le PFL, on va travailler avec eux. Voilà, c'est en ça que c'est intéressant. Chantal, tu voulais compléter. Oui, je voulais poser une question à l'EPFL. Je voulais savoir où étaient les… Ben, je crois qu'il y a 2 offices fonciers solidaires là, sur le territoire. Et où se trouvent les terres qui sont possédées par ces 2 offices fonciers solidaires? Et est-ce que donc, quand on connaît des projets d'habitat coopératif, moi je m'intéresse beaucoup aux coopératives d'habitants, est-ce qu'éventuellement ces coopératives peuvent s'installer sur ces terrains et donc qui rendraient moins cher leur projet, puisqu'elles paieraient, d'après ce que j'ai compris, un loyer pour le terrain au lieu d'acheter le terrain. Alors, où se trouve, j'ai pas idée de ce que vous avez comme, où se trouvent les terrains que possèdent les 2 offices fonciers solidaires. Je crois qu'il y en a un qui relève de l'EPFL et l'autre peut-être du COL. Alors aujourd'hui, en Pays Basque, il faut avoir une acceptation très extensive du territoire, puisque se sont fait agréer, depuis que nous, on est organisme foncier solidaire, 6 ou 7 nouveaux organismes fonciers solidaires qui, entre La Rochelle, Montpellier et je ne sais où encore, se sont fait agréer pour intervenir sur tout le sud de la France. Donc, il y a plus des dérives potentielles de promoteurs privés qui essaient de devenir eux-mêmes organismes fonciers solidaires. À l'origine, qui n'est pas si vieille que ça, puis ça remonte à 2 ans, notre agrément, effectivement, il y a le COL et nous on travaille d'ailleurs en partenariat assez solide. Et pour répondre plus précisément à votre question, je ne pourrais répondre que ce qui concerne le PFL. Nous, on n'achète pas de terrain pour faire des opérations, on achète des biens bâtis, puisque notre credo, c'est qu'il faut limiter les consommations foncières au titre des enjeux de préservation de la biodiversité et des enjeux agricoles. Donc, on intervient essentiellement qu'à l'intérieur du Pays Basque, d'ailleurs, en centre urbain ou en centre-bourg, en centre-ville. On rachète des maisons de village et selon les cas de figure, on fait 1, 2, 3 logements. La réflexion qu'on a par rapport au sujet du jour, c'est de comment mieux utiliser les rez-de-chaussée on est par exemple sur
sur Baïgori en train de réfléchir sur deux projets qui pourraient permettre en rez-de-chaussée d'implanter des activités et on aimerait bien que ça puisse se faire dans le cadre de l'équivalent d'un bail réel solidaire. Ça, c'est la réponse que je peux vous apporter aujourd'hui. Le COL, lui, a une vision un peu différente de la nôtre, qui fait d'ailleurs qu'on n'a pas été associé dans le même organisme foncier solidaire. Et le COL, lui, s'intéresse au territoire hyper tendu, donc à la côte, et achète effectivement des terrains, mais je considère que l'usage qu'il fait, mais encore il ne le fait pas trop mal, mais que beaucoup d'autres OFS, en tout cas, font de l'opportunité que leur offre l'organisme foncier solidaire. C'est un peu une dérive de ce que doit faire l'organisme foncier solidaire, dans la mesure où ça permet d'acheter les fonciers quasiment au prix des promoteurs privés, les investisseurs fonciers, puisque le retour d'investissement, l'amortissement, si vous voulez, de la charge foncière, se fait sur le très long terme. Et ça nous dérange, puisque dans l'organisme foncier solidaire, il y a d'abord foncier, et nous, on a une mission de régulation des prix, enfin, avec nos petits bras et nos moyens. Pour le coup, on a calibré notre organisme foncier solidaire en limitant ce que vous appelez le loyer foncier. C'est pas une obligation, mais en le limitant le plus bas possible, pour pouvoir non pas faire plus d'opérations, mais pouvoir loger des gens qui aujourd'hui n'ont accès à rien du tout. Donc on a une cible qui est plus sociale que quantitative, et surtout géographiquement, on cible essentiellement des interventions à l'intérieur du Pays Basque, et quand je dis à l'intérieur, c'est partout, y compris au fin fond de la Haute-Soule. Parce que ce sont des projets qui permettent d'installer durablement, en étant propriétaire, des jeunes ménages dans des centres-villes, des centres-bourgs. Ça permet donc de sédentarité ces ménages-là, et tout en conservant la dimension sociale à vitam aeternam. Donc ça a quand même pas mal de vertus. Et l'usage que font beaucoup d'OFS de profiter de cette aubaine-là en ne limitant pas leur redevance et donc en amortissant sur le très long terme leur investissement foncier, ça génère des programmes qui certes ont un peu de sens, mais qui sur la question foncière, on participe à l'inflation générale. Donc on est assez vigilant sur ces sujets. On travaille encore une fois très bien avec le COL. Tous les autres organismes fonciers solidaires qui vont venir pourraient, à mon avis, générer, entre guillemets, je mets des guillemets, du blanchiment foncier à travers des pratiques d'OFS. C'est une alerte qu'on a en tête, qui nous anime. On est un peu véhément sur le sujet, mais c'est des dérapages qu'on voit ailleurs. D'accord. Écoutez, il est déjà 19h40. On va mettre fin, s'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre fin à ces interventions en remerciant encore vraiment vivement Hugo Mouliat et Yannick Fieux pour leur présentation. Je pense que de la même façon, le petit PowerPoint sera mis à disposition, je pense, de tout le monde. Oui. Donc voilà, et merci aussi à Alf d'avoir accepté comme ça, sans préparation, de nous présenter votre nouveau projet. Si vous en êtes d'accord et s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous souhaiter à tous une excellente soirée et remercier encore nos intervenants. Merci beaucoup.